nous avons une vision de l'autonomie, de la liberté, de l'indépendance qui ne colle pas avec le vivant. Car le vivant, il est interdépendance. Bien, bonjour, merci d'être venu et d'avoir résisté à la tentation du beau temps. Alors moi, je m'appelle Marc-André Solos, je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle, donc je suis payé par vos impôts, et aussi par les impôts polonais, puisque je suis professeur à l'université de Gdańsk en Pologne, et aussi à l'université de Kunming en Chine. Et je vais vous avouer tout à l'heure sur quoi je travaille, mais je vais vous parler du sujet d'aujourd'hui, et pour ceci, je voudrais dans un premier temps, premier de 4 temps, vous emmener en forêt. Alors, nous arrivons en forêt, et la première chose qu'on voit, bien sûr, ce sont les arbres. C'est marrant comme on croit qu'une forêt, c'est fait avec des arbres, hein. Et c'est vrai que ces forêts sont à la fois des endroits récréatifs et des endroits esthétiquement puissants, et elles ont généré toute une littérature ces derniers temps sur l'entraide entre les arbres, les champignons qui aident les arbres. C'est paradoxal, n'est-ce pas? C'est paradoxal parce que la première chose qu'on voit en forêt, c'est la compétition. Les troncs. Les troncs. Les troncs que Maynard Smith, un grand évolutionniste britannique, appelait les griffes des plantes. Les troncs sont un investissement colossal de matière juste destiné à pousser ses feuilles plus haut que celles des voisins. Le fait prégnant dans le macroscopique en forêt, c'est la compétition. Ça coûte tellement cher qu'un chêne, il va mettre 30 ans avant de faire des glands. Parce qu'au début, il fait un tronc. Il fait un tronc pour avoir les feuilles plus hautes que les autres. De toute façon, tant qu'il n'a pas fait son tronc, il n'a pas assez de lumière pour faire des glands. Et même quand il fera ça, des glands, après, il n'en fera pas tous les ans. Il y a les années, les forestiers le savent, de bonnes glandées, où il y a plein de glands, puis il y a des années, il n'y a pas de glands. Parce que et alors souvent, c'est synchrone dans la population, les chênes ne font pas de glands. Une plante annuelle, comme la rabette des dames, la première chose qu'elle fait avant de mourir à la fin de l'année, puisqu'elle ne va pas vivre plus qu'une année, elle fait des graines. Et si un chêne faisait autant à l'échelle de glands que la rabette fait de graines, il en ferait plusieurs millions par an. Ben oui, mais il ne peut pas parce qu'en fait, il fait grandir son tronc en épaisseur et ses branches en hauteur. Bon, voilà. Et d'ailleurs, les forestiers savent bien que pour qu'un arbre pousse bien, il faut couper quelques arbres autour, il poussera plus vite, il fera un tronc plus gros que s'il était entouré de nombreux voisins. Ça, c'est empiriquement, c'est vérifié par l'empirisme. Ça ne fait pas plaisir, hein. Et ça ne fait pas plaisir non plus à quelqu'un comme moi qui travaille sous le sol de cette forêt, sur les racines. Avant de vous raconter ce qui se passe sur les racines, je voudrais vous raconter une anecdote. Vous savez, il y a des contes pour enfants où on raconte l'époque où les animaux parlaient. Alors moi, je vais vous raconter l'époque où les politiques posaient des questions aux scientifiques. Ça se passe en Allemagne, en Prusse, vers 1880, où le ministre prussien de l'Agriculture demande à un forestier allemand, enfin un biologiste forestier allemand, Albert Frank, de lui expliquer pourquoi les truffes poussent sous des arbres. Pourquoi il faut des arbres pour avoir des truffes? Frank détermine que bien sûr la truffe ce n'est pas que la partie qu'on mange, c'est aussi un réseau de filaments microscopiques qui vit sous terre et qui nourrit et fait pousser cette partie massive que nous mangeons, qui n'est que l'organe reproducteur, et il découvre que ces filaments sont associés aux racines des arbres, étroitement interpénétrés dans les cellules des toutes petites racines des arbres, et forment une structure mixte, mélange de cellules. Et ça, il y a ça partout autour de vous, mais c'est un peu petit pour qu'on le voit à l'œil nu. Mélange de cellules, de racines et de filaments de champignons. Cet organe mixte, cette intrication des deux partenaires, il va l'appeler mycorhize. Du grec, myco, champignon, rhiza, la racine. Et intrigué de voir qu'il n'y a pas que la truffe qui fait ça, qu'il y a plein d'autres champignons qui font ça et que les arbres se portent bien, 7 ans plus tard, enfin, il publie ça en 1885, et 7 ans plus tard, il publie un autre travail que ça lui a inspiré, comme quoi les politiques peuvent inspirer les scientifiques. Ça, c'était l'époque du dialogue. Eh bien, à cette époque-là, il avait des moyens qui lui ont permis de regarder qu'est-ce qui se passait s'il enlevait les champignons en stérilisant la terre, puis en plantant des petits pins. Eh bien, les petits pins, ils ne poussaient pas. Sauf quelques-uns. Et là, quand il analysait ces pots, il s'apercevait que ces pots-là avaient été recontaminés par des champignons
qui en fait nourrissent les arbres forestiers, qui leur permettent d'aller chercher leur alimentation dans le sol. Et ces champignons-là, c'est des champignons que vous connaissez parce qu'on les trouve qu'en forêt, des girolles, des cèpes, des amanites, vous les connaissez en forêt parce qu'en fait, eux-mêmes, ils ont besoin des arbres vitalement, parce qu'ils ne savent pas se nourrir s'ils ne reçoivent pas du sucre des arbres. Et donc, il existe bien des coopérations. Mais on coopère plus facilement avec des choses un peu différentes qu'avec des choses qui ont les mêmes besoins que vous. Et effectivement, champignons et arbres coexistent en forêt, il n'y aurait pas d'arbres sinon. D'ailleurs, même ces champignons, pour qui la racine est vraiment l'organe nutritif et vital, eh bien, ils ont développé des stratégies qui leur permettent de protéger les racines des maladies ou des molécules toxiques du sol, comme l'excès de calcium. Figurez-vous que les pins ou les eucalyptus et beaucoup de chênes ne pousseraient pas sur sol calcaire s'ils n'avaient pas des champignons, parce qu'ils s'intoxiqueraient du calcium du sol. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il y a toujours des champignons sur les racines qui gèrent le calcium, qui nettoient ça autour de la racine et rendent le sol vivable à la plante. Donc ces champignons sont protecteurs, ils protègent aussi contre des maladies. Vous voyez que c'est vraiment une entraide à bénéfice réciproque. Et donc la coopération existe. Mais on ne peut pas nier que la compétition existe aussi, il faut qu'on fasse avec tout ça. Montons un petit peu dans l'arbre et rappelons-nous l'enfance où nous jouions, vous savez, avec des espèces de petites boules, là, des petites boules toutes rondes qu'on avait. Oui, alors, il y en a au moins ici qui a joué avec ça. Vous savez, ces petites boules rondes, là, c'est des galles, c'est des déformations qui sont liées à la ponte d'un petit hyménoptère, une petite guêpe, un cynips très exactement, qui vient pondre dans les bourgeons et laisse un œuf qui, en se développant, va transformer le bourgeon en une énorme chambre protectrice et délicieuse par l'intérieur. C'est-à-dire qu'il mange l'intérieur, mais cette chambre est très épaisse car elle va aussi le protéger de ses agresseurs. Alors souvent d'ailleurs sur ces petites billes, vous avez vu, il y a un trou. C'est par là que la larve devenue adulte et ailée sort pour aller pondre sur un autre bourgeon de chêne l'année suivante. Et cette déformation qu'on appelle une gale, c'est pour cet hyménoptère quelque chose qui le protège et le nourrit, mais là, il n'y a aucune réciproque pour l'arbre. Ça s'appelle du parasitisme, ça pourrait s'appeler de la prédation, c'est toutes ces interactions où l'un bénéficie de l'autre et l'abîme en bénéficiant. Et d'ailleurs, souvent, il y a plusieurs trous de sortie plus petits. Eh oui, le crime ne paye pas. Il existe d'autres petits hyménoptères avec une très longue tarière de ponte qui vont aller pondre leur œuf jusque dans la larve et leur propre larve se développe dans la larve qui faisait la gale, la dévore et ressortent, chacun par un petit trou de la gale. Donc vous voyez qu'il y a les méchants ne sont pas forcément les gagnants dans cette histoire, mais il y a aussi de la prédation. D'ailleurs, cette prédation-là a inspiré Alien. C'est cette histoire biologique qui a inspiré le film de science-fiction Alien. Bien, alors, on voit que finalement, derrière un chêne, et alors je vais vite parce qu'on ne va pas y passer la journée, derrière un chêne, il se cache plein d'interactions. Des interactions qui sont très diverses, pour le coup, qui peuvent être réciproquement négatives. C'est la compétition, ça demande de l'énergie à tout le monde, on se développe moins bien en présence de compétiteurs que s'il n'y en avait pas, mais c'est vrai pour les deux. Des interactions qui sont bonnes pour l'un, mauvaises pour l'autre, et des interactions qui sont bonnes pour les deux. Il y a une grande diversité d'interactions. L'autre leçon, c'est que derrière un chêne, il y a des coopérations qui sont vitales. Et ça, c'est important parce que finalement, il n'y aurait pas de chêne s'il n'y avait pas de champignons. Ce qui arrive à vivre à un endroit, ce n'est pas un arbre, c'est un arbre avec ses champignons. Alors, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que dans la nature, il y a des interactions, que souvent le macroscopique nous empêche de les voir, mais que ces interactions sont diverses, et que derrière un gros organisme, il se cache souvent plein de plus petits organismes, plus ou moins bénéfiques, mais qui vivent là. Un grand organisme, c'est souvent un habitat. Bon, il commence à se faire tard, rentrons à la maison. Rentrons à la maison, et, je ne sais pas, vous avez peut-être un petit creux. Non ? Ben moi j'ai faim. Allons ouvrir la porte du frigo. Ce que je voudrais vous raconter maintenant, c'est d'autres interactions que vous ne voyez pas parce qu'elles sont lointaines. Dans ce frigo, il y a, je ne sais pas ce que vous avez acheté au marché, de la salade, un morceau de viande, un bout de poisson, des radis, des laitages. Il y a
l'expression de toute une biodiversité avec laquelle vous avez un lien extrêmement intime. C'est que cette diversité représente un flux de matière qui va rentrer en vous, mais non seulement rentrer dans votre tube digestif, mais en grande partie passer dans votre sang et devenir vos cellules. Vous êtes branché sur un flux de matière qui est représenté par toute cette diversité qui est dans vos frigos. Et vous êtes en interaction avec ces organismes-là. Alors, bon, le poisson qui a donné le filet qui est dans votre frigo, ou le radis qui est dans votre frigo, ne doit pas penser que c'est une interaction très coopérative. Mais vous êtes en interaction. Cette interaction, elle est donnée. Et c'est une interaction extrêmement intime. Mais elle est plus qu'une interaction avec les espèces qui sont arrivées dans votre frigo. Ces espèces viennent d'un écosystème. Et finalement, vous êtes une partie de cet écosystème. Vous y êtes à distance, un des prédateurs. Oui, vous êtes présent dans tout un tas d'écosystèmes. Fermez un instant les yeux, revoyez votre frigo lorsque vous l'avez ouvert. Vous voyez ces prairies où pèsent des vaches qui font votre beurre. Vous voyez éventuellement ces écosystèmes littoraux avec des bateaux qui pêchent et des mouettes qui derrière mangent ce que le bateau rejette. Vous voyez tout ça, vous arrivez à voir aussi d'où viennent les patates qui sont dans le bas du frigo ou tiens, le vin blanc de cuisine qui est dans un coin du frigo. Vous les voyez, tous ces écosystèmes? Eh bien, vous ne les avez pas tous vus. Vous avez oublié les emballages. Les emballages, ils ne sont pas vivants, mais ils viennent de quelque part. Ils viennent d'écosystèmes où le fait qu'on fasse des emballages peut améliorer ou détériorer, en tout cas, a des effets sur ce qui se passe. Et ce n'est pas fini. Refermez le frigo. Qu'est-ce qu'on a oublié? Le frigo. Le frigo est fait de choses qui viennent d'écosystèmes. Alors là, le lien sera peut-être moins intime parce que vous ne mangez pas votre frigo, d'accord? Mais vous êtes présent dans ces écosystèmes par le biais de vos choix d'achat. Ce que je veux dire, c'est que nous aussi, nous sommes faits d'interactions, et une partie de ces interactions que nous ne voyons pas, c'est des interactions à des écosystèmes lointains, à des organismes plus exactement d'écosystèmes lointains. Nous ne les voyons pas, mais elles existent bel et bien. Elles existent bel et bien. Parce que vous savez, les virus, ils remontent ces interactions, ils courent le long de ces flux de l'humanité, ils finissent par arriver à vous. Et vous savez, ce n'est pas qu'une vision de l'esprit de dire que nous sommes dans ces écosystèmes. Et hier, j'entendais Alain Juppé dire que la mondialisation, qu'on pouvait par certains aspects dénoncer, avait permis d'augmenter notre niveau de vie. Mais vous savez ce qui s'est passé. Le fait que ces écosystèmes soient lointains fait que les hommes qui les habitent, nous ne les connaissons pas. Et nous ne sommes pas gênés qu'ils soient payés le 10e de ce que nous sommes payés. Et donc, on est content d'avoir des choses pas chères. Mais quelque part, vous voyez que nous avons des liens aux gens, même aux humains de ces écosystèmes. Et ces liens, pour le coup, ne sont pas non plus toujours très positifs, mais ils pourraient l'être. Tout dépend comment vous achetez. Si vous achetez équitable, c'est que vous avez pris conscience que vous participez à un écosystème lointain, que vous y avez des interactions, et notamment avec les hommes qui s'y trouvent, et que vous vous sentez responsable de ces interactions. Mais vous voyez, ce n'est pas des vues de l'esprit, le commerce équitable, ou ces virus qui circulent le long de nos voies, de nos flux alimentaires et de nos flux d'échanges, ou de nos flux de matériaux. Eh bien, ces virus aussi, ils savent, eux, qu'on est en interaction avec ces écosystèmes lointains. C'est comme ça qu'ils se propagent. C'est comme ça qu'arrivent des virus du singe en Europe. Alors, ces écosystèmes lointains, pour le coup, la façon dont on les traite peut nous abîmer aussi. On va prendre la partie négative de la chose avant d'envisager comment plus positivement on peut utiliser ces liens-là de façon positive. Je vais vous donner un exemple qui est celui de nos stratégies de lutte contre les bactéries et les champignons. Aujourd'hui, notre santé est plutôt florissante parce que nous avons l'avantage d'avoir des antibiotiques et des antifongiques qui nous permettent de nous débarrasser des parasites. Mais il se trouve que le bétail a souvent aussi des parasites et qu'on utilise les mêmes antibiotiques que pour l'homme. Et plus on utilise un antibiotique, plus on sélectionne fortement les bactéries qui lui résistent. Aujourd'hui, plus de la moitié de nos antibiotiques servent en agriculture. Et ils augmentent d'un facteur 2 l'émergence de ces résistances aux antibiotiques
qui commence à mettre en échec certains de nos antibiotiques. Alors moi, je vais vous raconter une autre histoire d'écosystèmes plus ou moins lointains, qui, pour le coup, font intervenir des antifongiques. Vous savez que les champignons attaquent beaucoup les plantes. Le bétail est quand même a moins de problèmes avec les champignons. Et je vous emmène aux Pays-Bas, dans des zones de culture florale et maraîchère, où il y a beaucoup de problèmes avec un aspergillus, un champignon qui s'appelle Aspergillus fumigatus. Bon, ben on a un antifongique, le tébuconazole, de la famille des triazoles, qui est extrêmement efficace. Alors, il est efficace, et en fait, il a un avantage, c'est qu'il n'est pas toxique pour l'homme. Donc, en plus, vous voyez, pour les agriculteurs, c'est une bonne chose d'appliquer ça, parce qu'il n'y a pas de toxicité pour l'homme. Sauf que Aspergillus fumigatus fait des fois fausse route. C'est un champignon du sol, et des fois, avec la poussière, il rentre dans les poumons. La plupart du temps, ça se passe bien. Mais pour 1,5 million de personnes par an sur le globe, ça se termine en aspergillose invasive pulmonaire. C'est-à-dire que le champignon germe dans les poumons et se développe. C'est vraiment une fausse route pour lui, parce qu'il n'en ressortira jamais, il n'a pas d'espoir d'avoir des descendants, mais enfin, il bousille les poumons, et donc, on peut en mourir. 10% des immunodéprimés ont un jour ou l'autre un problème avec ces aspergilloses. Bon. Mais dans plus de 60% des cas, un simple traitement avec un triazole proche du tébuconazole, le même type de molécule, c'est résolu. Sauf que dans certains coins aux Pays-Bas, dans certaines régions des Pays-Bas, plutôt pas loin des régions où on utilise le tébuconazole pour les cultures, le taux de résistance est de 90%. On ne soigne plus que 10% des aspergilloses. Et quand on ne les soigne pas comme ça, eh bien on attend la mort du patient. Ça veut dire que ces liens, ils existent bel et bien. Ce qui se passe là-bas peut revenir sur nous. Mais vous savez, en termes de santé humaine, pour parler de ce lien en termes de santé humaine, l'inverse est vrai. Quand vous achetez des produits qui sont traités avec des pesticides, vous faites manipuler de fait, vous cautionnez la manipulation de fait de pesticides par des agriculteurs. Je ne sais pas si vous avez lu cette grande étude là, réalisée par la fac de Caen, l'étude Agrican qui étudie les populations agricoles dans l'ouest de la France et qui montre que, alors même qu'ils ont beaucoup moins de cancer, les agriculteurs, que les citadins, parce qu'ils vivent dans des conditions beaucoup plus saines, 40% de cancer du poumon en moins, avec pourtant des taux de fumeurs plus élevés. Eh bien, ils ont bizarrement 50% de plus de lymphome que les populations urbaines et 25% de plus de myélome. Ça vient d'où, à votre avis? Des choix que vous faites avec votre carte bleue. Je ne dis pas ça pour vous responsabiliser, je dis ça pour vous montrer à quel point est important, même en termes humains, ce lien aux écosystèmes lointains. Ils sont difficiles à voir et il est difficile de se responsabiliser vis-à-vis d'eux, d'autant plus que tout tend à ne pas nous faire sentir cette responsabilité. Mais nous avons des liens à tout un tas d'écosystèmes externes et des liens donc à toutes les espèces qui s'y trouvent. Celles qu'on va manger, celles qu'on cultive, celles qu'on tue ou qu'on entretient pour permettre la culture que l'on veut. Et ces liens-là, ils nous traduisent une interaction avec une biodiversité énorme. Rouvrez un instant le frigo, là. Il y a quand même une biodiversité dans votre frigo, une diversité d'espèces assez élevée, sans penser, je sais pas, sans compter, je sais pas, le réfort, les cornichons, la moutarde, il faut penser à tout ça. Il y a quand même une diversité extraordinaire. Ah, il y a même il y a du fromage, il y a même une diversité de microbes dans le fromage. C'est très paradoxal de voir à quel point nous sommes liés à une biodiversité extraordinaire et que dans le même temps, nous sommes pour la biodiversité qui nous entoure des facteurs qui la poussent à l'extinction. C'est assez paradoxal, hein. Et d'ailleurs, c'est assez inquiétant parce que si justement, moi, aujourd'hui, je suis lié, j'ai des interactions avec une énorme diversité, qui sait avec quel type de fraction d'une autre diversité la génération suivante aura envie d'établir des liens. Vous saisissez ce que je veux dire? Bien sûr, vous pourriez vous dire que si vous préservez la biodiversité que vous utilisez et qui peuple votre frigo, par exemple, c'est bon. Mais il y a 40 ans, les frigos ne contenaient pas cette biodiversité-là. Et dans 40 ans, je suis sûr que nos enfants auront envie d'utiliser d'autres fractions de la diversité biologique qui n'est pas encore utilisée actuellement. Donc,
moi, ce que m'évoque ce paradoxe entre le fait que nous sommes reliés à une biodiversité énorme, plus peut-être que n'importe quelle autre espèce animale vivante, c'est rare que, rien que pour parler de l'alimentation, je ne parle pas de la décoration du balcon, vous voyez, mais rien que pour la nutrition, il y a peu d'espèces qui soient aussi polyphages, qui mangent aussi autant de choses différentes. Et il y a un paradoxe vraiment énorme avec le fait que, par ailleurs, nous n'entretenons pas la biodiversité. Bon, mais oublions ce paradoxe, et puisqu'on a mangé maintenant, eh bien, il va être temps d'aller se coucher. Bon, il est un peu tôt, mais on a passé du temps fort, et rappelez-vous. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux toilettes. Voilà, on va tirer la chasse d'eau, et on va aller se laver les mains, et prendre une douche, et aller se coucher. Quel est le point commun entre le fait d'aller aux toilettes et le fait de prendre une douche en termes d'interaction? Oui, il y en a qui ont révisé avant de venir. Les deux sont une façon de réguler quantitativement notre microbiote. Vous savez, ces microbes qui nous habitent, qui sont sur notre peau et dans notre tube digestif. Et c'est mon troisième temps, le temps de passer aux toilettes et de la douche, m'évoque le fait que nous avons aussi des liens à un écosystème interne. Cet écosystème interne, il est sur notre peau. Et c'est vrai que si on le laisse se développer, il va finir par produire tout un tas d'odeurs, des odeurs de fromage, qui sont liées en fait des odeurs de gruyère, qui sont tout simplement liées à l'acide propionique, qui est exactement le même acide que celui produit par les bactéries du gruyère. C'est pour ça qu'un corps mal lavé sent le gruyère. Bon, après, si on le lave vraiment mal, il peut finir par sentir l'ammoniac, et à ce moment-là, ça nous rappelle aussi la croûte du fromage, d'un vieux fromage, d'un vieux camembert. Bon, on est habité d'un microbiote, et pour plein de raisons, on n'en veut pas trop, donc régulièrement on nettoie pour qu'il n'y en ait pas trop, et qu'il ne s'installe pas des choses indésirables. On en a sur la peau, et ce que je vous en ai dit peut vous le rendre désagréable, mais sachez par exemple que si on a une peau stérile, on cicatrise 2 à 10 fois plus lentement. Ce microbiote, il est là, il occupe le terrain, il empêche des maladies de s'installer et il dialogue avec le système immunitaire et la couche profonde qui engendre la peau, notamment d'une façon qui permet de cicatriser plus vite. D'ailleurs, en milieu hospitalier, on ne désinfecte plus les plaies, sauf si elles s'infectent maintenant. Parce qu'on a remarqué empiriquement que ça cicatrise plus vite. Alors après, il ne faut pas que n'importe quoi s'installe, et des fois, il faut éviter les dérives. Dans le tube digestif aussi, vous avez un microbiote. Alors là, celui-là, c'est le microbiote, parce que alors, numériquement, c'est pour ça qu'on en évacue un peu chaque jour. Oui, les selles, c'est les 2/3 du volume des selles, c'est des bactéries et quelques levures. C'est des microbes. Les 2/3 du volume. C'est pas ce que vous n'avez pas digéré. C'est l'excès de microbes, en grande partie. Alors ces microbes-là, il y en a 1 à 2 kg par individu, et le nombre total des cellules de microbes présentes est égal au nombre total des cellules de notre organisme. Dieu merci, elles sont plus petites, donc ça prend moins de place. Mais surtout, ces microbes-là appartiennent à 200, 300, 500, 1000 espèces. C'est une biodiversité énorme. Il y a sur vous, entre votre peau, le creux de vos oreilles, vos narines, votre bouche, votre tube digestif et votre vagin, si vous en avez un, il y a sur vous un gros millier d'espèces au moins, plutôt 2000, tout dépend de votre mode de vie. C'est plus que dans n'importe quel zoo. Je suis un zoo incommensurable aux zoos que l'homme a su créer. Mais c'est un zoo microbien. Et ces microbes du tube digestif, ils ont aussi beaucoup de rôles. Ils nous protègent contre un certain nombre de toxines alimentaires. Ils nous aident à digérer. Ils évitent l'installation de certains microbes indésirables. Les enfants qui n'ont pas encore une diversité microbienne suffisante, vous savez, les tout petits, ils ont souvent la diarrhée et ils ont souvent mal au ventre parce qu'ils digèrent mal. Les pleurs de bébé, c'est des appels du microbiote, quoi. Ils ont un tube digestif qui n'est pas encore fonctionnel et qui est facilement envahissable par les mauvaises nouvelles. Et en fait, ce microbiote qui est à l'intérieur de nous, c'est vraiment comme un sachet de thé dans un verre d'eau chaude. C'est-à-dire que tout ce qu'il produit passe dans notre organisme. Et comme ça fait des millions de générations qu'il en est ainsi, depuis que nous sommes animaux, et bien en fait, notre organisme, il est habitué à fonctionner avec les produits du tube digestif. Et figurez-vous qu'on a découvert ça parce qu'on a découvert que les grandes maladies du monde moderne, elles sont liées au fait que ce microbiote, il est moins divers et que donc ça fonctionne moins bien parce qu'on a besoin d'eux. Ces grandes maladies sont de 3 familles. D'abord, il y a la famille des maladies du métabolisme, diabète, obésité.
Ensuite, il y a la famille des maladies du système immunitaire, allergies, asthme ou maladies auto-immunes où le système immunitaire, comme dans la maladie de Crohn par exemple, hein, ou la sclérose en plaques, où le système immunitaire attaque l'organisme et le détruit. Maladie du métabolisme, maladie du système immunitaire, et puis, dernière grande famille de maladies, les maladies du système nerveux, autisme, Parkinson, Alzheimer, etc. Dans toutes ces maladies, on s'aperçoit que les gens qui les ont une diversité microbienne dans le tube digestif réduite. Ils ont peu d'espèces et pas les mêmes que les autres. Cause ou conséquence? 2 indices. 1. Quand je donne le microbiote d'un individu malade à une souris qu'on a élevée au laboratoire artificiellement dans des conditions complètement stériles, qui n'a pas de bactéries dans son tube digestif, la souris développe souvent des symptômes qui ressemblent à ceux, pour une souris, des maladies que portait le patient. Deuxième indice, en milieu hospitalier, toutes les maladies que j'ai citées, toutes, ont fait l'objet au moins d'une expérience du type suivant. Je prends un individu malade, je lui donne de la vancomycine qui ne pénètre pas dans l'organisme mais bousille tout son microbiote, et je lui donne une capsule à délitement intestinal du microbiote, bon, c'est du caca, hein, de quelqu'un de sa famille, parce que c'est moins perturbant, qui n'a pas les symptômes. Et on voit ce microbiote introduit, repeupler l'individu, et on voit les symptômes régresser. Alors là, on sent que... Mais, bon, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose de causal. Mais les symptômes finissent par revenir. Et quand on étudie le contenu de son tube digestif, on s'aperçoit qu'il est de nouveau en train de redériver vers la composition anormale. Ça veut dire que notre microbiote, l'ensemble de nos microbes, est l'un des facteurs, à côté de facteurs environnementaux ou génétiques. Ce sont des maladies complexes, à déterminisme complexe, mais le microbiote en fait partie. Et oui, quand on va chercher des microbiotes fossiles dans des crottes fossiles de néandertaliens ou d'hommes préhistoriques, on peut faire ça. Ou quand on va regarder le contenu du tube digestif de gens qui vivent à l'ancienne, des chasseurs-cueilleurs d'Amazonie par exemple, on s'aperçoit que leur diversité microbienne du tube digestif est 1,5 à 2 fois supérieure à celle des Occidentaux. Et eux, ils n'ont pas ces maladies de la modernité. Ces maladies de la modernité vont enquiquiner en 2025 un quart des Européens. Et c'est des choses qui abîment la vie. Et qui nous montre que l'endroit où la dégradation de la biodiversité nous atteint le plus, c'est la dégradation de la biodiversité qui est en nous. Mais pour en revenir à ce qui est mon propos, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons des liens forts aussi à cet écosystème interne, qui finalement met les doigts, alors non, il ne met pas les doigts, il met les métabolites qu'il produit, il met les molécules qu'il produit dans un peu tout ce qui nous fait fonctionner. J'ai parlé de maladie et j'ai été sans doute pas aussi positif que j'aurais voulu l'être. Comment empêcher ça? Il y a plein de façons très simples. Quand vous allez vous doucher, demandez-vous si vraiment vous avez besoin d'une douche savonnée ou si frotter avec le gant suffit. Peut-être qu'une douche sur 2, frotter suffit à vous faire vous sentir propre. N'utilisez bien sûr jamais de savon antibiotique. Regardez bien les publicités à la télévision et vous verrez que les 99,99% de bactéries tuées, ça veut dire que ce produit est à éviter. D'ailleurs, même pour les produits qui nettoient vos sanitaires, savez-vous? Car finalement, comment les bactéries finissent par rentrer dans votre tube digestif? C'est parce qu'il faut que votre environnement soit légèrement... Alors légèrement veut dire légèrement. Hein, mais légèrement contaminant. Donc ce n'est pas la peine de stériliser tout. Frottez bien, récurez bien, utilisez du vinaigre, mais évitez les 99,99% de bactéries tuées, ça ne sert à rien. Ensuite, quand vous mangez, pensez à nourrir vos microbes. On vous dit souvent qu'il faut manger des fibres. Et alors ça, c'est toujours très amusant, parce que quand on demande aux gens pourquoi il faut manger des fibres, ils répondent parce que ça améliore le transit. Alors c'est marrant, parce que c'est vrai, mais c'est une conséquence complètement anecdotique de l'essentiel. L'essentiel, c'est que ces fibres sont des aliments pour le microbiote. C'est des choses que nous ne digérons pas, mais que notre microbiote digère. Et si vous en mettez, vous allez encourager l'installation des microbes désirables. Les fibres, n'est-ce pas, ce sont ces choses qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes, dans les produits végétaux. Et effectivement, quand le microbiote fonctionne bien, notamment le transit se passe mieux, mais notamment ce microbiote favorisé par les fibres produit du butyrate, qui est un régulateur du système immunitaire et qui évite les états pro-inflammatoires, qui provoquent les maladies auto-immunitaires, voire favorise des cancers.
C'est énorme. Ça veut dire qu'avec il suffit de manger des fibres pour entretenir ce microbiote. Or, les Français ne mangent que 50% de la quantité de fibres recommandée. Également, il faut manger des aliments fermentés. Alors ça, c'est un peu plus subtil, parce que vous allez me dire, ah bah oui, il faut manger du fromage ou de la choucroute, parce que les microbes qui ont fermenté le fromage et la choucroute vont s'installer dans mon tube digestif. Que nenni! Pour eux, le tube digestif est une autre histoire, c'est pas là qu'ils savent vivre. Non, non, c'est un effet qui a été récemment découvert, c'est que en passant dans le tube digestif, et ils passent et ils ressortent, hein, on les retrouve mais ils ne s'installent pas. Mais en passant, ils interagissent avec les résidents et ils modifient. Ils en favorisent certains, ils en défavorisent d'autres, et ils modifient la composition du microbiote du tube digestif. En favorisant les producteurs de butyrate, bonne nouvelle, et en défavorisant tout un tas de microbes qui au contraire produisent des choses comme du H2S, hein, l'odeur de pourri, qui sont des agents qui favorisent les états pro-inflammatoires et déstabilisent le fonctionnement du système immunitaire. Et en créant des états pro-inflammatoires, ceux-là peuvent provoquer des états conduisant au diabète ou à l'obésité. Et en fait, c'est les interactions de ces microbes fermentaires avec notre microbiote qui poussent le microbiote dans une direction favorable. Vous les sentez là, les interactions, et comment elles vous construisent, ou pas d'ailleurs, quand elles ne sont pas là. Retournons dans les champs. Je voudrais dans un dernier temps, et avant qu'on prenne le temps de discuter ensemble, je voudrais qu'on prenne ensemble un instant pour voir en quoi et comment ces interactions peuvent être utilisées. Bon, on va retourner dans les champs. On pourrait peut-être se balader autour d'ici, par exemple. Il y a beaucoup de vignes. Hein. Je parlais ce matin avec le propriétaire de La Renommée. Nous parlions avec Dominique, avec le propriétaire de La Renommée qui nous avait donné l'hospitalité, et qui nous racontait que ici, les propriétés sont petites parce qu'elles étaient familiales et que historiquement, elles n'étaient pas construites qu'autour de la vigne, mais qu'il y avait une diversité de cultures beaucoup plus grande et que le paysage était beaucoup moins encépagé. C'est vrai qu'on a aujourd'hui construit des agrosystèmes de monomaniaques. Il n'y a pas un mètre carré qui ne serve pas à faire de la vigne dans le coin. Enfin, s'il y a quelques mètres carrés qui servent à faire du tourisme. Mais vous y êtes, et au milieu de la Beauce, il n'y a pas un mètre carré qui ne fasse pas des céréales, et un peu plus au nord, ou en Picardie, vous n'avez pas un mètre carré qui ne serve à faire des pommes de terre. Enfin, on a créé des écosystèmes qui sont hyper performants dans la maximisation de la production d'une plante. D'ailleurs, on en revient, mais à un moment, on empêchait n'importe quelle autre plante de se développer, et on avait des vignes avec le sol complètement labouré et nu, où on avait, à coups de pesticides, des champs de blé, où on ne trouvait rien d'autre qu'un champ de blé. D'ailleurs, les 3 seules espèces que je connaisse qui soient éteintes, non, 3 des 4 espèces que je connais de plantes qui sont éteintes en France, c'est des plantes qui habitaient dans les moissons. Alors, on a fait vraiment des écosystèmes puissamment poussés vers la production d'une plante en amenant plein de choses qui favorisent cette plante. Alors, c'est un peu original parce que moi, je ne connais pas d'endroit sur Terre où il n'y ait qu'une seule espèce de plante. C'est vraiment quelque chose qui est apparu avec l'homme, ça. Et quelque part, si jamais cette plante elle a besoin d'interaction, elle ne les a plus. Alors, essayons, au travers de 2 aspects d'agriculture alternative, essayons de voir comment on peut mobiliser ou jouer avec ces interactions d'une façon favorable. Alors, j'aurais pu piquer des dizaines d'exemples, même si toutes ces formes d'agriculture ne sont pas encore celles qui dominent, il en existe plein. Mais pour vous, j'ai choisi 2 exemples. D'abord, l'arbre. Ça va nous ramener au premier épisode. On peut mettre des arbres dans les agrosystèmes, on peut les mettre ça et là, ou bien on peut même les mettre en haies, si jamais des impératifs de mécanisation font qu'on ne peut pas les disperser. Alors, c'est l'agroforesterie, hein. Mettre des arbres, ça a plein d'avantages. Dans le vignoble, par exemple, ça va permettre, si on les taille bien, d'avoir des effets de ventilation qui vont éviter, après la pluie, que l'eau reste longtemps sur les feuilles. Ça peut être une façon de traiter moins. Oui. Ça peut être une façon de traiter moins. Mais enfin, ce n'est pas toujours facile à faire. En plus, quand il y a des arbres un peu dispersés dans une parcelle,
vous avez, même si les arbres n'ont pas encore développé leurs feuilles au printemps, vous avez des infrarouges qui sortent des cellules vivantes. Hein. Il y a des émanations d'infrarouges qui sortent des cellules vivantes qui peuvent, autour de l'arbre et à quelques distances de l'arbre, limiter le gel, ou en tout cas nous permettre de gagner quelques degrés avant que ça gèle. Et là, je pense que si je parle de gel dans le vignoble, on pense tout de suite effectivement à ce qui s'est passé ces dernières années où le gel nous a privés d'une grande partie de la production. Mais il y a aussi plein d'interactions. Ces arbres, ou ces haies, quand ils auront des fleurs, ils vont attirer des pollinisateurs qu'on appelle des syrphidés. Les syrphidés, ils ont une caractéristique, c'est que quand ils sont jeunes, à l'état larvaire, c'est des mouches. Hein. C'est des mouches qui ressemblent à des guêpes. Souvent, quand vous les voyez, vous dites, tiens, il y a des guêpes ou à des abeilles. Quand vous les voyez, vous dites, tiens, c'est une sorte d'abeille. Et puis, mais si vous regardez de près, vous verrez, ça, gros yeux. C'est des mouches. Et c'est à l'état larvaire, les larves sont des prédatrices de pucerons. Et on sait que dans un rayon de 10 mètres autour d'un arbre, on augmente significativement la quantité de larves de syrphidés. Donc on lutte contre les pucerons en mettant des arbres. Ces arbres ont aussi des champignons mycorhiziens. Eh oui. Et en fait, si vous choisissez bien vos arbres, ça peut être les mêmes champignons mycorhiziens que ceux de la vigne. Comme ils n'ont pas leurs feuilles au même moment, ils vont nourrir ces champignons éventuellement avant que la vigne ne débourre. Ils vont pouvoir en fait créer ces alliés dont la vigne aura besoin. En plus, les arbres, ils ont courant sur leurs feuilles des petits acariens qui vivent dans des touffes de poils que vous pouvez facilement voir à la loupe sous les feuilles des arbres. Sous les feuilles du tilleul, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'une loupe. Ces petits acariens, ils mangent les spores de champignons sur les feuilles. Ils mangent les acariens prédateurs de feuilles. Et il y a les mêmes sur la vigne. Donc vous créez un stock, vous élevez un stock de choses qui pourra servir sur la vigne à limiter la germination des champignons pathogènes ou le développement d'indésirables, même si les acariens pathogènes des feuilles de vigne, c'est pas très très grave, mais bon. Donc vous voyez que finalement, vous pouvez ici avoir un réservoir d'outils biologiques qui vont vous permettre peut-être de réduire votre pression de pesticides et d'aider votre vigne. Alors je comprends tout de suite ce qu'on va me dire. On va dire que si nos anciens ont retiré les arbres, c'est qu'ils ont fait plus de raisins sans les arbres. Et ça, c'est vrai. Mais laissez-moi vous raconter les travaux suivants qui nous viennent de l'INRA de Montpellier. C'est des travaux où on a des peupliers et assez écartés, et au milieu, on a, et c'est mécanisé, des céréales. Bon. Alors, sur plusieurs années, les scientifiques ont essayé de regarder combien ils produisaient de bois, combien ils produisaient de grains. Et ils ont fait la conversion en se demandant quelle surface de blé pur il faudrait pour produire autant de grains et quelle surface de bois, de boisement, de peuplier pur il faudrait pour produire autant de bois. Et bien, si vous séparez les deux, il vous faut, selon les années, entre 1,2 et 1,6 hectares pour produire ce que vous produisez sur un hectare mélangé. Oui, vous produisez moins de bois. Oui, vous produisez moins de céréales, mais vous pouvez au total produire plus de bois et de céréales que sur la même surface avec que du bois ou des céréales. Vous y êtes, vous augmentez l'efficacité d'utilisation d'un facteur 1,2 à 1,6. Alors pourquoi, puisqu'on s'attend à ce qu'il y ait de la compétition? D'abord, il n'y a pas que de la compétition. Les racines et les feuilles des arbres ne sont pas exactement au même endroit. Ils n'exploitent pas tout à fait la même lumière et tout à fait les mêmes parties du sol. Ensuite, si vous vous débrouillez bien, vos feuilles d'arbres et vos céréales n'ont pas exactement la même période de développement. Les céréales peuvent se développer plus vite au printemps alors qu'il n'y a pas encore de feuilles dans l'arbre. Par contre, les arbres ont des feuilles plus tard, après encore la récolte de vos céréales. Et donc, vous utilisez mieux le temps. Vous y êtes? Il y a bien de la compétition, mais ce que vous choisissez, c'est des choses qui, certes, se prennent les pattes se prennent les racines, je veux dire, à certains endroits et à certains moments. Mais il y a aussi des espaces qui seraient inutilisés par l'autre, qui sont maintenant inutilisés. Et voilà pourquoi ça produit plus. C'est parce que vous utilisez mieux votre sol et mieux votre lumière. Alors évidemment, ça fait moins de céréales et ça fait moins de bois. Mais au total, vous pouvez produire plus. Et c'est très intéressant ça, parce que je vous rappelle qu'un des reproches qu'on fait aux agricultures alternatives, c'est que dans l'état actuel des connaissances, on n'est pas sûr qu'elles soient aussi productives. Il y a intérêt à trouver des moyens qu'on produise plus. Et une des façons, c'est de produire plus divers.
Alors, je ne vais pas vous faire le coup du jardin créole, mais je voudrais juste vous dire qu'il y a une analyse des systèmes d'arboriculture avec, entre les rangs d'arbres, des cultures maraîchères qui a été faite et qui montre que avec 1 hectare d'arboriculture maraîchère, vous pouvez produire l'équivalent de ce que vous produisez sur, selon les études, entre 1 et 2 hectares et demi. Ça dépend des cas. Il y a des cas où vous produisez autant, donc voilà, c'est raté. Et il y a des cas où vous produisez ce que vous produiriez par ailleurs sur 2 hectares et demi. Mon deuxième exemple, c'est un exemple qui revient sur l'idée de prendre la plante en elle-même. Vous considérez votre blé et vous vous dites, pour que mon blé pousse, il faut que je désherbe avant, je laboure, et comme mon blé a besoin d'azote et de phosphate, je vais lui donner de l'azote et du phosphate sous forme minérale, les engrais. Ça, ce réflexe-là, il est très efficace. C'est avec le labour et ensuite avec l'arrivée des engrais, et puis aussi des pesticides, qu'on est arrivé à nourrir l'humanité et qu'on n'a plus, de problème quantitatif. On n'a plus de famine. D'accord? Donc, c'est une réussite. Sauf qu'en fait, on a complètement nié la capacité de la plante à interagir. Quand on a labouré, les champignons qui font des mycorhizes, vous savez, ces champignons dont les filaments sont dans le sol, et ils vont ensuite s'installer sur la racine de la plante et lui ramener des choses du sol. Quand vous avez labouré, vous les avez tués, vos champignons. Ils sont morts. Alors, c'est pas grave, puisque vous mettez des engrais. Du coup, vous ne voyez pas l'effet de ce que vous avez fait. Mais vous avez singulièrement réduit la capacité de la plante à exploiter le sol. Et en plus, quand vous mettez des engrais, comme la plante se nourrit directement, eh bien, elle interagit moins avec le champignon parce qu'elle n'a pas besoin en fait, de donner du sucre à un champignon puisqu'elle a des engrais. Donc de toute façon, non seulement les champignons ils ont été abîmés, mais en plus la plante, vu qu'on a mis des engrais, elle n'en a pas besoin. Alors vous allez me dire, bon, pourquoi s'ennuyer? Il faut s'ennuyer parce que vous savez que ces champignons, ils ne font pas que nourrir la plante. Ils la protègent. Ils protègent ces racines, vous vous souvenez? Donc les plantes seront plus facilement malades. Et on rentre dans une dépendance accrue aux produits pesticides qui vont protéger la plante de ces pathogènes. Oui, les béquilles s'enchaînent. Ça a une vertu, c'est qu'il n'y a plus de famine. Mais ça pose un problème. Ça pose d'ailleurs aussi un problème, c'est que la plante, elle a aussi ses écosystèmes distaux, et tout ce qu'on met dans le sol finit par aller dans les rivières. Et de là, sur les côtes. Ça vous fait des eaux douces polluées par des pesticides, et puis sur les côtes, ça vous fait des marées vertes, parce que les engrais finissent par engraisser des algues quand ils s'échappent des sols. Et donc, vous voyez que finalement, ce qui était utile en regardant la plante toute seule, ça nie les interactions, et même des fois, ça a des effets par ces interactions, des effets négatifs. Bref, aujourd'hui, il y a des formes d'agriculture qui ne labourent plus le sol, et qui, bien au contraire, sèment des plantes entre deux cultures, c'est ce qu'on appelle des cultures dérobées, qui vont pousser en hiver, et souvent d'ailleurs gelées à la fin de l'hiver, qui vont à la fois retenir la fertilité, à la fois créer de la matière organique en grande quantité qui va améliorer le fonctionnement du sol, et puis qu'on abat d'une façon ou d'une autre au moment où on sème la culture finale. Ces agricultures, comme l'agriculture de conservation, elles redressent la vie du sol, et vous pouvez les aider d'une fertilisation avec des engrais, non pas minéraux, mais des engrais organiques qui se dégradent lentement du fumier, qui se dégrade lentement et qui va petit à petit relâcher une fertilité dans des conditions où les champignons mycorhiziens sont là et permettent de la capter. Même s'il n'y en a pas beaucoup, quand eux sont là, la plante compense. Alors, ce que j'ai voulu dire, là, c'est qu'avec ces gestes-là, pas de labour et des engrais sous forme de fumier, on retrouve un fonctionnement qui est plus habituel, et pour le coup, en plus du fumier, on en a. Parce qu'il y a plein d'animaux qui produisent du fumier. Vous savez quel est l'animal qui produit le plus de fumier en France? Alors j'ai la poule là. Qui dit mieux? Pardon? Le cheval. Qui dit mieux? Le chien? Non. Alors j'ai la réponse qui est venue un peu tard et un peu solette, l'humain. Ah oui, parce que vous êtes des animaux. Vous voyez à quel point vous ne réalisez pas que vous aussi, vous avez une place dans ces écosystèmes, que vous aussi, vous pouvez faire des choses ou pas dans cet écosystème. Votre caca, c'est une bénédiction. L'urine aussi d'ailleurs, c'est riche en azote. Vous y êtes? C'est exactement ce dont les sols ont besoin. Alors, dans vos déchets, il y a aussi le déchet de vos poubelles. On compte que dans nos poubelles, il y a l'équivalent des besoins en azote de la moitié des besoins en azote de l'agriculture française chaque année. Dans vos poubelles.
Je ne parle pas de vos eaux usées. Vous y êtes? Vous êtes la solution et vos ordures sont la solution. Si vous raisonnez en interaction, vos ordures sont une bénédiction pour la production agricole. Mais on a du mal à mettre l'homme dans ce réseau d'interaction et à se dire que finalement, peut-être nous pouvons devenir, juste en faisant caca, pardon, c'est trivial, mais expulser son microbiote, c'est quand même une fonction de base. On peut juste avec ça aider des agrosystèmes, si on a bien compris qu'il y a des liens, des interactions, et que nous sommes en interaction, et que nous sommes des animaux comme les autres, donc nous n'échappons pas à la règle, et nous avons notre fumier à nous. En fait, je vous ai parlé d'agroécologie. Et en vous parlant d'agroécologie, je vous ai parlé de quelque chose auquel on ne pense pas trop. On a une grande mode du biomimétisme, vous savez, essayer de faire comme fait la nature d'un point de vue technologique. Ben, on peut le faire d'un point de vue écologique aussi. Ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est une sorte d'écomimétisme, où on va chercher dans la boîte à outils des mécanismes écologiques connus, des choses pour faire une autre agriculture. Nul doute que ça ne va pas être une partie de plaisir, qu'il y aura des problèmes, qu'on va faire des bêtises, mais c'est quand même une perspective intéressante pour une agriculture de demain différente. Alors, indépendamment de tout ça, ce que j'ai voulu vous dire plus globalement, et je vais maintenant passer un petit peu de temps avec vous sur des questions, mais ce que j'ai voulu, c'est détruire cette vision où l'organisme est vu comme quelque chose qui est affranchi du milieu et qui régule son fonctionnement tout seul. C'est pas vrai parce qu'il est en prise sur le milieu, par exemple parce qu'il mange, et c'est pas vrai parce que l'organisme, que ce soit celui d'un arbre ou celui d'un humain, ou n'importe quel organisme, il est habité par un écosystème avec lequel il est en interaction et qui le construit, ou en tout cas qui contribue à le construire. Nous avons une vision de l'autonomie, de la liberté, de l'indépendance qui ne colle pas avec le vivant. Car le vivant, il est interdépendance. Nous sommes tous dans un réseau de dépendance et, comme on l'a vu, dans le cas de l'homme moderne, une partie de ces dépendances sont cachées derrière les achats au marché ou au supermarché. Mais ces interactions sont une loi du vivant et il serait dommage que ce soit pour notre santé directe, je pense à notre microbiote, ou que ce soit pour entretenir des écosystèmes sous une forme qui nous permette de transmettre leur fonctionnalité à nos enfants. Parce que c'est ça, moi, le fait que protéger les écosystèmes, on s'en fout. La question, c'est est-ce que nos enfants auront des écosystèmes dont ils pourront se servir aussi bien et autant que nous? Eh bien, c'est dommage de ne pas aller chercher des outils dans ces interactions. On a longtemps nié ces dépendances extrêmes, ces liens très forts qui unissent tous les éléments du vivant que nous avons tendance à discrétiser en espèces, en individus, en objectifs de protection. Et maintenant, il est temps de comprendre que ces interactions, tant qu'on ne les gère pas, c'est des catastrophes. Les maladies de la modernité, les virus qui se propagent le long de ces interactions d'homme en homme, d'endroit en endroit, de lieu de production en lieu de consommation, c'est une source de catastrophe. Mais si on le prend en main en avance, c'est un outil. Et vous comprendrez pour terminer pourquoi, avec quelques autres, nous avons fondé une fédération qui s'appelle la Fédération Biogé, une fédération qui réunit le muséum, des académies comme l'Académie d'agriculture, celle de médecine, des sociétés scientifiques, des sociétés d'enseignants, des sociétés de journalistes, des fédérations d'entreprises, des fondations d'entreprises et même des sociétés de citoyens qui ont trouvé que c'était intéressant et qui nous ont rejoints pour défendre la place des sciences du vivant et de la terre dans les processus de formation et de décision. Parce que notre idée, c'est qu'aujourd'hui, elles sont sous-utilisées. Elles sont sous-enseignées et du coup, elles seront sous-utilisées par la génération suivante. On ne sort pas de cette ornière où on ne voit pas la belle au bois dormant que représente l'ensemble des connaissances que nos impôts, en payant des gens comme moi par exemple, et bien d'autres, ont mis en place, mais qui dorment dans un coin, comme par exemple nos connaissances actuelles sur l'interaction biologique et le fait que la vision des organismes est une vision erronée, car elle cache le fait majeur. Nous sommes tous en interaction, et c'est à nous maintenant, en tant que citoyens, d'utiliser ça ou non, pour que nous soyons tous en interaction pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est de ça dont je voulais vous parler.